Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré cette situation qui visiblement n'est pas partie pour s'arranger dans l'immédiat. En même temps, raison de plus pour rester le plus possible motivé, concerné par vos études. Et aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour parler de nouveau des Chants de Maldoror de Lautréamont, que j'ai commencé à vous présenter la semaine dernière, mais en laissant de côté une question sur laquelle j'aimerais revenir. On pourrait aborder cette question de cette manière-là. Comment serait-il possible de se livrer sur les Chants de Maldoror à une critique génétique ? Alors, quelques mots, si l'expression ne vous dit rien, c'est assez simple. Ce qu'on appelle critique génétique, c'est, comme son nom l'indique, une critique qui vise à questionner la genèse d'une œuvre. Alors, comment procède-t-elle ordinairement? Eh bien, essentiellement, c'est une approche, je dirais, très érudite, qui suppose un travail sur les manuscrits de l'écrivain. Il s'agit d'étudier les éventuelles ratures, les corrections, les écarts aussi entre le manuscrit d'une part, ou les différents manuscrits, et l'œuvre imprimée d'autre part, ce qui permet, si vous voulez, de reconstituer une sorte d'histoire du texte, de suivre l'élaboration de l'œuvre au fur et à mesure des rajouts, des suppressions de l'écrivain. Oui, mais pour les Chants de Maldoror, l'affaire semble assez mal engagée puisqu'il n'existe aucun manuscrit. Enfin, je dis qu'il n'en existe pas, il en a forcément existé un jour, mais il semble de toute évidence irrémédiablement perdu. Nous ne connaîtrons jamais le manuscrit des Chants de Maldoror. Nous ne pouvons connaître que l'œuvre publiée en 1869 par l'éditeur Lacroix. Alors, allez-vous me dire, comment procéder à une telle critique génétique si l'on ne dispose que du texte imprimé? Eh bien, je dirais que par chance, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la semaine dernière, par chance, nous disposons de 3 éditions différentes du chant premier, publiées chacune à quelques mois d'intervalle. Alors, je reviens très rapidement sur ce que je vous disais la semaine dernière. En 1868, Isidore Ducasse décide de publier à compte d'auteur les Chants de Maldoror, sous-titrés Chant premier. C'est-à-dire que cette première publication ne présente que le tout premier chant de ces Chants de Maldoror qui sont pourtant annoncés au pluriel sur la couverture. Donc 1868, une première édition du chant premier. Et puis il y a une édition au début de 1869. Alors je vous explique un peu. Il s'agit d'une sorte de personnage assez étrange, presque un escroc, qui s'appelait Évariste Carence, et qui d'ailleurs vivait à Bordeaux à l'époque, et qui organisait chaque année une sorte de concours poétique. Et à l'issue de ce concours poétique était décerné un prix au meilleur ouvrage reçu donc dans le cadre de ce concours poétique. Vous allez me dire, pas d'escroquerie jusqu'à présent. La légère escroquerie était qu'en réalité tout le monde recevait un prix et que par ailleurs les droits d'inscription étaient tellement élevés que Évariste Carence faisait des bénéfices importants, tandis que les participants, en réalité, n'y gagnaient rien, sinon une petite renommée, et encore peu de gens lisaient donc l'ouvrage qu'Évariste Carence publiait à l'issue de chacun de ces concours. Et c'est ainsi que, au début de 1869, Évariste Carence publie un volume regroupant les textes poétiques qu'il a reçus dans le cadre du concours qu'il organisait. Il décide d'appeler ce volume « Les parfums de l'âme ». C'est tout à fait daté, c'est très caractéristique de la poésie des années 1860, 1870, 80, les parfums de l'âme. Et donc, dans les parfums de l'âme, parmi les participants, eh bien, figure celui qui propose une nouvelle version de son chant premier des Chants de Maldoror. C'est-à-dire qu'après la première publication du chant premier en 1868, nous disposons d'une deuxième édition de février 1869 et on va le voir, cette édition présente un texte légèrement modifié par rapport à celui de 1868. Donc nous sommes là en février 1869.
quelques mois passent, nous arrivons à l'été 1869. Isidore Ducasse est enfin prêt à publier l'intégralité de ses 6 chants de Maldoror, qu'il confie donc à l'éditeur Lacroix, et il en profite pour réécrire quelques parties de son chant premier. C'est donc pourquoi nous disposons de 3 états distincts et successifs du chant premier, donc de l'édition de 1868 à celle de février 1869, à celle enfin de l'été 1869. Vous allez dire que je m'arrête là à des points de détail qui ont finalement relativement peu d'importance par rapport à l'extrême complexité de ce texte. Si je le fais, vous allez voir, c'est que ces détails peuvent être extrêmement éclairants et il me semble nous aider à lire les chants de Maldoror. Mais pour bien comprendre cela, je vais donc récapituler tout ce que je viens de dire. Pour que les choses soient claires, je vais faire 3 colonnes. 3 colonnes correspondant évidemment à chaque édition du chant premier. Il y a donc, pour commencer, l'édition de 1868. Puis, vous l'avez compris, celle de février 1869. Et enfin, celle de l'été 1869, les définitions à la fois définitives et totales des 6 chants de Maldoror. Alors, il y a essentiellement 2 points qui retiendront mon attention en comparant donc ces 3 états du même chant premier. D'abord, la question de la signature. Vous vous en souvenez peut-être, je vous avais montré la semaine dernière déjà cette couverture du chant premier publié en 1868. Et qu'en est-il de la signature? Eh bien, il n'y a pas de nom d'auteur, ou en tout cas celui-ci a été remplacé, comme vous le voyez, par 3 astérisques, comme si le nom de l'auteur était encore inconnu. Il n'y a donc pour l'instant que ces 3 astérisques, ou devrais-je dire, ces 3 étoiles au lieu d'une signature. Je dis 3 étoiles au lieu d'une signature, puisque ce sont très exactement les mots qui échappent à Mervyn dans le chant 6e. Je vous renvoie à la page 241. 3 étoiles au lieu d'une signature, s'écrie Mervyn, et une tache de sang au bas de la page. Et donc c'est assez intéressant de se demander si Isidore Ducasse n'a pas voulu en quelque sorte mettre en abîme son chant premier dans le texte même des chants de Maldoror. En tout cas, retenons que la formule de la page 241, 3 étoiles au lieu d'une signature, s'applique parfaitement pour caractériser donc la couverture de la toute première édition des chants de Maldoror en 1868. En février 1869, à présent, eh bien, on remarque que, exactement de la même manière, Isidore Ducasse n'a pas signé son texte, ou plutôt qu'il semble indiquer de nouveau que le nom de l'auteur reste inconnu, puisqu'il reprend donc ces 3 étoiles au lieu d'une signature. Ce qui rend évidemment d'autant plus intéressant ce surgissement du pseudonyme sur la couverture définitive, celle de l'été 1869, où cette fois les chants de Maldoror, ce titre est suivi par la précision, par le comte de Lautréamont. Et je trouve cette émergence du pseudonyme assez saisissante. C'est comme si, vous voyez, ça n'était pas l'auteur qui avait fait naître le texte, mais comme si c'était le texte qui avait fait naître l'auteur. Comme si c'était en s'abandonnant à l'écriture des chants de Maldoror qu'Isidore Ducasse avait réveillé l'autre en lui, ce Lautréamont dont il ignore le nom jusqu'à ce que l'œuvre enfin soit achevée. Alors, c'est une interprétation, il y aurait différentes manières, évidemment, d'expliquer ce nom qui soudainement apparaît à l'été 1869, mais je trouve en tout cas que cela invite à une certaine rêverie interprétative, si on peut dire. Mais ça n'est que le premier point intéressant quand on compare donc ces 3 états. Le deuxième l'est peut-être encore davantage. Alors, le deuxième, on pourrait appeler ça l'affaire D. L'affaire D, vous allez comprendre bien sûr pourquoi je l'appelle ainsi.
Alors, partons d'une remarque simple mais troublante quand on se reporte au chant premier de la toute première édition, donc celle de 1868. Remarquez que ce que je fais, donc me reporter au texte de l'édition de 1868, vous pouvez le faire très facilement vous-même, puisque cette première édition du chant premier est reprise en appendice dans votre édition, dans l'édition qui est au programme, celle de Poésie Gallimard. Elle figure à la page 332. Bien. Et si vous feuilletez cette première version, vous verrez qu'il y a finalement assez peu de différence avec la version définitive. Mais il y a une différence qui tout de même saute aux yeux, hein, si l'on peut dire. Cette différence, elle est toute simple, c'est que régulièrement, le texte cite un nom propre, hein, le même nom propre qui revient de manière assez insistante et tout de même assez troublante. Alors quel est-il ce nom propre? Eh bien ce nom propre, je l'ai déjà cité la semaine dernière. Vous vous rappelez que je vous parlais de ce camarade de classe d'Isidore Ducasse qui s'appelait Georges Dazay. Or, si vous vous reportez par exemple à la page 343, vous trouvez cette exclamation. « Ah, Dazay, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi le plus beau des fils de la femme, quoique adolescent encore, toi dont le nom ressemble au plus grand ami de la jeunesse de Byron, etc. etc. » Alors, en passant, j'ouvre une parenthèse, hein, certains critiques qui s'appuient sur la biographie d'Isidore Ducasse ont cru pouvoir affirmer que c'était là la preuve d'une amitié très trouble entre le jeune Isidore Ducasse et le encore plus jeune Georges Dazay, ce qui expliquerait les allusions très fréquentes, très nombreuses hein, dans les chants de Maldoror à l'homosexualité. En même temps, ça me semble une affirmation assez gratuite, au sens où les lignes que je viens de lire, par leur outrance, par leur côté un peu parodique, pourraient tout aussi bien renvoyer à des blagues de collégiens ou de lycéens. Hein. Alors, la présence de l'homosexualité dans les chants de Maldoror, elle est évidente, elle est incontestable et elle est passionnante à interroger, et nous y reviendrons bien sûr. Mais il me semble finalement inutile de chercher à expliquer l'homosexualité du texte par l'homosexualité présumée d'Isidore Ducasse, dont probablement nous ne saurons jamais rien. Donc chercher d'hypothétiques indices qu'aurait laissé Isidore Ducasse derrière lui me paraît plus trahir un goût pour les enquêtes policières qu'une démarche critique vraiment cohérente, pour tout vous dire. Voilà, mais je reviens à mes trois colonnes, parce que vous voyez que dans cette colonne D, je peux maintenant ajouter ce nom, hein, Dazay, qui revient donc plusieurs fois dans la première édition du chant premier. Alors qu'en est-il à présent de la deuxième édition, celle de février 1869? Eh bien, il y a une légère variante, légère mais très signifiante, puisque chaque occurrence du nom Dazay, hein, qui intervenait donc dans la première édition du chant premier, donc chaque occurrence est remplacée par l'initiale D. Ce n'est pas grand-chose et en même temps c'est beaucoup. Il me semble qu'on pourrait interpréter cette substitution de l'initiale au nom complet Dazay comme le signe, si on peut dire, d'un basculement dans l'espace littéraire, comme une manière de laisser derrière soi tout ancrage biographique. Et comme le signe qu'avec l'écriture des chants de Maldoror, Isidore Ducasse justement s'éloignait, prenait ses distances avec sa vie réellement vécue, celle dans laquelle il connaît effectivement un camarade qui s'appelle Dazay, hein, pour gagner un autre espace, l'espace littéraire, comme disait le grand critique Maurice Blanchot, enfin gagner un autre espace, hein, qui est un espace purement donc littéraire et qui n'a plus besoin dès lors d'affirmer ces marques, hein, d'une biographie, hein, de relations sociales de leur auteur.
Mais, vous l'avez deviné, ce n'est évidemment pas terminé, puisqu'il nous reste une dernière édition à considérer, et si vous l'avez lu, comme j'espère que vous tous vous l'avez fait, vous savez que dans les Chants de Maldoror, on ne trouve ni le nom d'Azay, ni cette initiale D. Alors quoi à la place? Eh bien, c'est assez fascinant parce que si l'on regarde donc tous les endroits du texte dans lesquels figurait soit le nom d'Azay, soit l'initiale D, on se rend compte que Lautréamont, enfin Isidore Ducasse devenu Lautréamont en tout cas, donc a remplacé chacune de ces occurrences par l'élément d'une sorte de bestiaire absolument délirant et qui change à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'intervenait le nom d'Azay, eh bien intervient un animal, mais un animal décrit de manière totalement étonnante. Par exemple, l'infortuné crapaud, ou bien le pou vénérable. Et quand vous lisez pou vénérable dans le texte des Chants de Maldoror, ça veut dire qu'initialement, Lautréamont avait écrit d'Azay. Et qu'il a donc remplacé ce nom propre par on pense à une sorte de surnom potache, et en même temps, c'est peut-être plus que cela, c'est peut-être une manière là encore, de montrer une forme de basculement dans l'espace littéraire. Vous voyez, cette sorte de prolifération animale qui serait l'indice finalement d'un imaginaire qui se déchaîne, un imaginaire qui, réveillé par le mouvement de l'écriture, remplace tous les souvenirs vécus. Ça n'est plus le biographique désormais qui importe, celui dont témoignait le nom de d'Azay et celui dont l'initiale D gardait le souvenir. Non, ça n'est plus cela désormais qui importe, ce n'est plus Isidore Ducasse, mais le comte de Lautréamont qui assume ce qu'il écrit, et le comte de Lautréamont ne connaît pas de d'Azay, il est juste confronté à ces sortes de personnages animaux plus ou moins effrayants ou délirants. Alors vous vous rappelez, je vous avais cité la page 343 comme l'un des exemples de cette affirmation du nom d'Azay. Ah, d'Azay, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, etc. Et donc il est intéressant à présent de comparer cette page donc dans sa version initiale, avec la même page dans la version finale. Et c'est pourquoi je vous propose donc de vous reporter à cette strophe de l'océan, mais cette fois dans l'édition de 1869. Et vous lisez ceci, exactement au même endroit du texte. « Ô poulpe au regard de soi, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi, le plus beau des habitants du globe terrestre, et qui commande un sérail de 400 ventouses. » Donc vous voyez que non seulement le nom d'Azay a été remplacé par cette expression tellement troublante de poulpe au regard de soi, mais qu'en plus l'éloge qui suit est évidemment affecté par ce nouveau nom, d'où l'allusion aux 400 ventouses que le poulpe est censé posséder. Alors, pour résumer mon propos, vous avez compris que ce qui m'intéresse ici, c'est de considérer que ces trois états successifs du même chant premier témoignent de cette sorte d'envahissement par l'imaginaire, l'envahissement des pages du livre par un imaginaire qui se substitue à tous les souvenirs biographiques. Et vous comprenez aussi pourquoi je suis toujours un peu gêné d'expliquer le texte de Lautréamont par la vie d'Isidore Ducasse. En un sens, c'est faire le mouvement inverse que celui qu'a fait Isidore Ducasse, et donc défaire son texte. Il me semble beaucoup plus intéressant d'étudier ce texte des Chants de Maldoror en lui-même et pour lui-même, tel que, vous l'avez compris, il donne voix à l'imaginaire, l'imaginaire le plus débridé et parfois, c'est certain, le plus menaçant. Alors je continuerai bien à vous parler des Chants de Maldoror, mais je me souviens que certains d'entre vous m'avaient demandé lors de la réunion Zoom de consacrer un moment à parler de la méthodologie du commentaire composé. Et c'est effectivement essentiel. C'est de la méthode que viendra la qualité de votre travail et de rien d'autre.
et une absence de méthode vous sera toujours préjudiciable. Évidemment, une méthode sans aucun contenu ne vous voudra certainement pas des résultats mirobolants, mais dites-vous bien qu'un contenu intéressant sans méthode sera finalement relativement peu apprécié. C'est essentiel de suivre cette méthode. Notre système d'évaluation est ainsi fait qu'en réalité c'est surtout cela qui est évalué. Mais cela dit, pour une raison simple, aucun enseignant n'a la capacité d'évaluer, mettons, votre intelligence. Évidemment que l'intelligence, surtout l'intelligence littéraire, échappe à toute forme d'examen, d'analyse, d'évaluation. Non, ce que nous pouvons évaluer au contraire, c'est la conformité de votre travail avec la méthode attendue. Je crois au premier semestre avoir dit à ceux qui suivaient déjà mon cours d'explication de texte que c'est exactement comme un examinateur du permis de conduire qui ne peut constater que l'écart entre votre conduite et le code de la route. Donc considérez que là, ce que je m'apprête à vous dire, c'est une sorte de code du commentaire composé. Dites-vous bien aussi que si je prends la peine de vous rappeler quelques points de méthode, ça n'est pas pour vous laisser libre de les appliquer ou non. Non, il faut scrupuleusement respecter cette méthode. J'insiste parce que tous les ans, je prends du temps pour expliquer en quoi consiste ce code et il y a des étudiants qui, le moment venu, me rendent des travaux en ne suivant pas mes conseils. Or, mes conseils, je vous assure, ne sont pas des caprices, ils n'engagent pas que moi. Ce que je vous donne comme méthode du commentaire composé, ça ne correspond pas du tout à une lubie de ma part, c'est très exactement ce que vous trouverez en vous reportant par exemple au rapport de jury des différents concours de professeurs de lettres par exemple. C'est quelque chose qui est formalisé, le commentaire composé, ça n'est pas laissé à la libre appréciation de chacun. Donc j'insiste très lourdement, mais quitte à faire un cours de méthodologie, alors que ça serve vraiment à quelque chose. J'insiste assez lourdement, mais quitte à vous parler de méthodologie, autant que cela serve à quelque chose. Alors, je commence, évidemment c'est logique, allez-vous me dire, par l'introduction du commentaire composé. Oui, je commence par là parce que c'est logique, mais je commence par là aussi parce que c'est peut-être le plus important. Le plus important pour deux raisons. Voire trois raisons, vous allez voir. La première raison, c'est que, évidemment, c'est dans l'introduction que vous donnez une première impression à votre lecteur. Et vous savez bien, c'est comme dans le cas de rencontre, la première impression qu'on donne peut être assez déterminante par la manière qu'elle a d'orienter le regard qu'on porte sur vous. Donc cette introduction, elle est essentielle d'abord pour cela. C'est la première impression que vous donnez de votre travail. La deuxième raison, c'est qu'en un sens, vous pouvez, si vous réussissez cette introduction, en quelque sorte, profiter de l'élan que vous aurez acquis. Une bonne introduction, c'est cela. C'est quelque chose qui lance la réflexion, de sorte que ensuite, si cette introduction est bien composée, alors j'allais dire, vous n'avez qu'à, bien sûr ça n'est pas si simple, mais enfin vous pouvez quand même profiter de cet élan donné pour vous laisser en quelque sorte un peu porter. Et puis la troisième raison, c'est que cette introduction est sans aucun doute le moment, je dirais, le plus codifié de l'exercice. C'est donc le moment idéal pour envoyer à votre examinateur ce signal que la méthode du commentaire composé, vous la connaissez et que vous l'appliquez. Je vous assure qu'une introduction bien composée et une introduction bien composée, vous avez compris que c'est une introduction qui respecte scrupuleusement les codes, est donc une introduction qui mettra forcément votre travail en valeur. Première chose, votre introduction sera composée de 5 étapes. 5 étapes qui ne sont pas sans rappeler, ce sont à peu près les mêmes, les 5 étapes d'une explication de texte telle que vous la présenteriez à l'oral. Alors, première étape, et elle est essentielle,
épargnez-vous les copier-coller depuis Wikipédia. Les Chants de Maldoror est une œuvre écrite en 1869 par le comte de Lautréamont, elle a beaucoup influencé les surréalistes. Enfin, ce genre de généralité, vous n'êtes pas en train de faire un article dans un magazine, vous n'êtes pas là pour rappeler des évidences sur l'œuvre, non, venez-en au fait. Et en venir au fait, si vous devez expliquer un extrait d'une œuvre, c'est immédiatement, c'est la première information qui importe, savoir comment situer cet extrait dans l'œuvre. Donc la première étape, c'est la situation de l'extrait dans l'œuvre. Alors, encore faut-il situer l'extrait dans l'œuvre de manière intelligente. De manière intelligente, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas simplement de résumer tout ce qui précède, ni de résumer tout ce qui suit. Non, la manière intelligente de situer un extrait, c'est en quelque sorte de se poser la question, si on enlevait cet extrait à l'œuvre, qu'est-ce qui manquerait ? Vous voyez, il s'agit de voir aussi un texte littéraire comme une sorte de machine très subtile avec des engrenages très fins, et chaque extrait d'un texte joue un certain rôle dans cette machine. Soit il permet, mettons, la transition entre une intrigue et une autre, soit il permet, bien au contraire, à la même scène de s'approfondir, ou bien il représente cet extrait une pause dans le récit, que sais-je. Cet extrait peut avoir différentes fonctions selon sa situation dans le mouvement général de l'œuvre. Et donc c'est cela qui est attendu de vous. D'une part, de signaler où intervient l'extrait, mais aussi quelles en sont les conséquences pour l'écriture de cet extrait précisément. Alors voilà, donc ça c'est la première étape, situer l'extrait dans le mouvement général de l'œuvre. Si vous proposiez une explication linéaire à l'oral, la deuxième étape serait de lire simplement l'extrait. Je dis de le lire simplement, mais le lire intelligemment et avec émotion, c'est évidemment encore mieux. Bien, mais puisque pour le moment je vous parle de la méthode du commentaire composé donc écrit, je passe sur l'étape de la lecture et je passe donc à cette deuxième étape où il va s'agir en quelque sorte, je dirais, de caractériser le texte et de le caractériser, on pourrait dire, doublement. Doublement, c'est-à-dire qu'il s'agira à la fois de caractériser son écriture, quels sont les choix stylistiques, qu'est-ce qui est singulier dans l'écriture, non pas simplement de l'auteur en général, mais bien de cet extrait-ci en particulier. Et puis, deuxième chose, quelle émotion, quel effet ces choix d'écriture visent-ils à produire chez le lecteur ? En quelque sorte, il s'agira déjà d'associer la forme et le fond. Sachant que ça c'est un principe de tout rapport à un texte littéraire. Ne jamais dissocier forme et fond. C'est d'abord cela un écrivain. L'écrivain est celui pour lequel la question du fond, de l'émotion, est indissociable de la question des choix purement formels. Donc vous vous souviendrez que cette caractérisation, elle doit être double, autant caractériser l'écriture que son effet sur le lecteur. Troisième étape à présent, il s'agira cette fois d'essayer d'indiquer, je dirais, le mouvement du texte. Alors par mouvement du texte, j'entends plus ou moins la même chose que ceux qui diraient plan du texte. Mais je trouve que la notion de plan, de partie qu'on découperait dans un texte, a quelque chose d'un peu statique qui ne reflète pas la réalité de l'écriture. La réalité de l'écriture, c'est que en général, les différents temps d'un texte sont pris dans une dynamique. Il ne s'agit donc pas simplement d'isoler des segments du texte pour les poser les uns à côté des autres. Il s'agit plutôt, je dirais, d'interroger une certaine dynamique, qui peut passer par différents temps.
vous me direz que c'est une question de vocabulaire. Pour moi, c'est un peu plus une question de vocabulaire. L'important est que nous nous comprenions bien. Donc, vous vous demandez, face à l'extrait, s'il est possible de dégager différents temps dans ce texte. Je dirais entre 2 et 3, en admettant que certains textes sont tellement compacts qu'on peut aussi bien considérer qu'ils forment un tout homogène. Et dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de le justifier. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout. Dites-vous bien que ce qui compte, ce n'est pas seulement la pertinence d'une affirmation, c'est souvent tout autant votre manière de la justifier, de l'argumenter. C'est à vous de rendre votre idée bonne. Aucune idée n'est assez bonne par elle-même pour emporter l'adhésion. C'est toujours l'argumentation qui permet de la défendre qui la rend convaincante. Donc j'insiste sur cette troisième étape, le mouvement du texte. Et vous avez vu que les 3 étapes jusqu'ici, donc situation, caractérisation, mouvement, supposent un regard assez, je dirais, assez distant. Il s'agit d'avoir une sorte d'approche, je dirais, globale, synthétique d'un texte avant de rentrer dans le détail et d'avoir un regard beaucoup plus analytique, beaucoup plus minutieux sur le détail du texte. Mais l'introduction, je dirais que c'est une première saisie d'ensemble avant de rentrer plus précisément dans le détail du texte. Alors pour autant, je n'ai pas fini de distinguer les différentes étapes de l'introduction, puisqu'après cette troisième étape, on trouve la quatrième étape. Donc la quatrième étape qu'on peut nommer la problématique. Alors cette problématique, c'est aussi bien un fil conducteur, c'est une question qui va en quelque sorte porter votre lecture. On vous a peut-être appris l'expression projet de lecture, que je trouve inutilement pompeuse. Enfin, c'est bien de cela dont il est question. Et pour éviter de vous éparpiller dans votre lecture, essayez de poser une question qui pour vous est absolument centrale et vous permettra de regrouper au maximum les différentes remarques que vous serez amené à faire. Voilà, donc c'est cela qu'on entend par cette quatrième étape, la problématique. La cinquième étape, comme pour une dissertation, ce qui suit la problématique, c'est en toute logique l'annonce du plan. Pourquoi je dis en toute logique ? Parce que le plan doit se déduire en quelque sorte de la problématique. Donc, cinquième étape, l'annonce du plan. Et je précise, annonce du plan en 3 parties. Alors, bien sûr, j'entends déjà ceux qui vont me demander, mais est-ce que c'est grave si on ne fait que 2 parties ? Ce n'est pas grave au sens où cela ne provoquera pas de cataclysme autour de nous. C'est gênant parce que, encore une fois, on attend 3 parties. Les codes du commentaire composé exigent que vous écriviez 3 parties. Donc il est bien évident qu'un bon travail en 2 parties sera lu avec une relative indulgence. Maintenant, le bon commentaire composé, c'est celui qui présentera 3 parties. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, il serait tout à fait légitime de votre part que vous me demandiez, et pourquoi donc? Est-ce que ça n'est pas totalement arbitraire? C'est tellement plus facile de faire un plan en 2 parties plutôt qu'en 3. Eh bien, je vous dirais que la réponse est dans votre question. Parce que si c'est tellement plus facile de faire un plan en 2 parties qu'en 3 parties, c'est parce que ça demande moins de réflexion. Et que c'est justement cela, l'intérêt du plan en 3 parties, de nous forcer à une réflexion plus approfondie. Le plan en 2 parties, il n'est jamais très difficile à trouver quand on étudie un extrait. C'est très souvent la 3e partie qui nous oblige à une longue réflexion, qui nous oblige du coup à approfondir notre lecture, à aller au-delà de l'idée qui nous était apparue immédiatement. Et c'est bien cela l'enjeu d'un travail sur un texte, de nous forcer à aller au-delà d'une impression première. Vous voyez, en un sens, en refusant cette 3e partie, c'est comme si vous refusiez le questionnement, le travail intellectuel. Or, c'est précisément cela qu'on attend de vous. Donc dites-vous bien en tout cas que c'est un mauvais signal
que vous envoyez à votre lecteur que d'écrire un commentaire composé ou une dissertation en deux parties. Bien sûr, vous trouverez des enseignants plus ou moins indulgents avec le plan en deux parties, mais ça n'est pas le problème. Ce qui est certain, c'est que le plan en trois parties sera toujours meilleur et toujours beaucoup plus apprécié par votre lecteur. Alors d'une manière qui n'est pas vraiment logique cette fois, je vous l'accorde, je vais peut-être déjà préciser ce qu'il faut attendre de la conclusion avant de faire un certain nombre de remarques sur le corps du commentaire composé lui-même. Enfin, la conclusion, vous allez voir, là c'est assez rapide. Je dirais qu'on peut distinguer deux étapes dans la conclusion, dont surtout la première est essentielle. Alors cette première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler la reprise de la problématique. Mais évidemment, si je parle de reprise de la problématique, il ne s'agit pas de la recopier telle qu'on l'a déjà écrite dans l'introduction. Ça n'aurait évidemment aucun intérêt. Non, l'idée c'est de reprendre cette question que vous vous étiez posée en fin d'introduction, mais à présent, de vous demander si vous pouvez y répondre à cette question. Peut-être que vous ne pouvez pas vraiment y répondre, peut-être que cette question vous a mené à une autre question. Pourquoi pas? Eh bien, dites-le. Vous voyez, c'est cela l'enjeu de cette partie de la conclusion. Une manière, si vous voulez, de bilan à la fin de votre réflexion. Qu'est-ce que cela vous a donc apporté dans votre compréhension du texte que d'écrire ce commentaire composé? Forcément, cela vous a rendu sensible à certaines choses que vous n'aviez pas bien vues au début. C'est tout l'enjeu de ce travail. Donc c'est ici que vous devez proposer oui, une sorte de bilan, de synthèse de votre réflexion sur le texte. Et ça, c'est absolument indispensable. Plus dispensable, quoique importante, la deuxième étape. Mais la deuxième étape, je dirais qu'elle est presque facultative, au sens où parfois, il faut bien dire que je lis dans des copies cette étape ratée, et qu'il n'y a rien de pire que de terminer un travail sur une mauvaise note. Donc soyez un minimum sûr de vous pour aborder cette deuxième étape de la conclusion. Ce n'est pas qu'elle soit si dure à aborder, mais parfois on n'a juste pas d'idée. Et je dirais que quand on n'a pas d'idée, mieux vaut s'abstenir que de vouloir à tout prix écrire quelque chose. Alors cette deuxième étape, c'est ce qu'on pourrait appeler une ouverture de la problématique. C'est-à-dire que ce que vous avez montré sur un extrait, l'extrait que vous venez d'étudier, est-ce que cela peut éclairer votre lecture d'autres textes? Par exemple, d'autres textes du même auteur, ou bien d'un auteur de la même époque, ou bien d'un auteur qui a écrit le même genre de texte, qui a pu soit s'en inspirer, soit en être l'inspirateur. Et finalement, en quoi cet extrait que vous venez d'étudier, par un jeu d'intertextualité, s'inscrit dans une sorte de dialogue avec d'autres textes. Ça peut être tout à fait passionnant et vraiment enrichir votre travail, même si quelques lignes suffisent. Donc c'est à la fois extrêmement important, mais vous voyez bien, il ne s'agit pas non plus de comparer tout et n'importe quoi. Si vous devez expliquer un extrait de Lautréamont et que vous n'avez absolument pas d'idée, ne le comparez pas à une oraison funèbre de Bossuet ou à une comédie de Molière. Enfin, pourquoi pas, si vous avez des raisons de le faire. Mais si vous n'avez pas de bonnes raisons de le faire, mieux vaut s'abstenir et s'en tenir donc à cette partie essentielle de la conclusion qui est reprise de la problématique.
Hein. Donc j'espère que je suis clair, il ne s'agit pas non plus de vous interdire évidemment d'écrire cette deuxième étape, elle peut vraiment valoriser votre travail. Hein, je vous mets juste en garde contre certaines comparaisons abusives que j'ai pu trouver dans certains travaux. Vous voyez, je prends un exemple, il serait tout à fait légitime à la fin de l'étude d'un extrait des Chants de Maldoror, par exemple, d'ouvrir cette problématique, je ne sais pas, à un texte romantique. On va en reparler bien sûr, mais on verra que constamment Lautréamont dialogue hein, et d'une manière assez subtile avec le romantisme. Donc ouvrir sa problématique à un texte romantique ou à un texte surréaliste, puisque là aussi j'y ai déjà fait allusion à cette influence qu'aura Lautréamont sur les surréalistes, donc ces deux choix seraient parfaitement légitimes. Hein. Je remettais simplement en question vous voyez, les rapprochements qui ne seraient pas fondés hein, avec un autre texte, donc qui n'aurait strictement aucun lien avec les chants de Maldoror. Mais le commentaire composé lui-même, puisque j'ai laissé cette question de côté jusqu'ici. Eh bien, il me semble que la première chose à faire pour construire un commentaire composé, eh bien, c'est de se livrer pour soi-même au brouillon, à une explication linéaire et très minutieuse du texte et de noter hein, les différentes remarques que le texte peut nous inspirer. Hein. Donc là, j'imagine qu'à chaque fois, je rajoute une remarque que m'inspire le texte. Et donc cela, jusqu'à la fin du texte, jusqu'à ce que vous ayez donc plusieurs feuilles de brouillon avec toutes les remarques qui ont pu vous venir hein, dans votre lecture approfondie et attentive du texte. Et c'est une fois que vous disposez de ces remarques que la question de la composition du commentaire composé peut se poser justement. C'est-à-dire qu'en considérant ces différentes remarques que vous avez devant vous sur votre feuille de brouillon, eh bien vous vous rendrez compte que telle remarque finalement pourrait très bien former un tout avec celle-ci, que cette remarque-là finalement rejoint celle-là. Hein. Et donc là, évidemment, je le fais de manière extrêmement grossière et schématique, mais vous imaginez un peu donc, vos feuilles de brouillon, comment vous pourriez être amené à regrouper en différents ensembles les remarques que vous avez trouvées. Et bien sûr, l'idée, c'est que ces différents ensembles constituent autant de sous-parties et de parties du commentaire composé hein, tel que vous allez donc le mettre en place. Mais plutôt que de chercher un plan et ensuite d'essayer de trouver les remarques qu'on va mettre à l'intérieur de chacune des parties, hein, il me semble beaucoup plus pertinent de faire exactement l'inverse. Hein. Ce sont des remarques que vous allez déduire le plan, pas l'inverse, ça n'aurait strictement aucun sens. Hein. Donc après, chacun peut avoir alors là, une méthode plus personnelle pour gérer ses feuilles de brouillon. Chacun a ses systèmes de notation dans lesquels il se retrouve. Hein, mais je crois que c'est ça le principe. D'abord des remarques précises, ensuite le plan. Alors pour autant, ça n'est pas fini, parce que imaginons que vous avez d'abord donc écrit ces différentes remarques, puis vous avez constitué trois grands ensembles de remarques et vous voyez très bien différentes sous-parties hein, qui pourraient organiser chacune des grandes parties. Oui, mais la question, et c'est une question essentielle, c'est dans quel ordre allez-vous faire figurer ces trois parties? Alors je dirais qu'il y a deux principes essentiels à suivre pour bien les disposer, ces trois parties. D'abord, c'est une question de bon sens, il me semble, hein, c'est que le mouvement qui vous fera aller de la première à la troisième partie correspondra à un mouvement d'approfondissement de votre lecture. Hein. La première partie sera peut-être plus descriptive, tandis que la troisième partie correspondra à une interprétation plus avancée du texte.
Vous voyez, donc évidemment que vous n'allez pas d'emblée présenter l'interprétation la plus complexe du texte pour ensuite faire des remarques relativement évidentes. Bien sûr, vous faites l'inverse, ce qui ne veut pas dire que la première partie ne doit pas déjà être intéressante, hein, mais elle sera peut-être plus descriptive que les suivantes. Donc ça, c'était le premier principe, on pourrait dire un principe d'approfondissement de partie en partie. Le deuxième principe, c'est un principe, je dirais, de liaison logique. C'est un principe logique. Il est indispensable que vos trois parties forment une suite logique et qu'il soit logique de passer de la première partie à la deuxième et de la deuxième à la troisième. Hein. Parfois, certains plans donnent l'impression, vous voyez, de parties simplement juxtaposées. Alors, j'ai d'abord parlé de cet aspect-là, maintenant je parle de cet aspect-là. Non, hein, c'est d'avoir parlé d'un premier aspect du texte qui doit vous amener en toute logique à évoquer un deuxième aspect. Et c'est une nuance extrêmement importante. Hein, et c'est bien pourquoi il faut soigner les transitions entre les parties. C'est dans la transition que vous allez expliquer à votre lecteur en quoi c'est tout à fait logiquement que vous passez d'une partie à l'autre. Hein. Donc vraiment, ça, j'insiste énormément sur l'importance de ces articulations logiques, hein, qui font passer d'une partie à l'autre. En passant, je rappelle ce conseil que m'avait donné, c'était un professeur de géographie qui m'avait donné ce conseil, mais un conseil qui m'a bien servi dans mes études. Donc là, n'y voyez rien d'obligé, hein, ça n'est plus la méthode du commentaire composé telle que vous devez scrupuleusement la suivre, hein, c'est juste un truc, et en plus un truc qui n'apparaît qu'au brouillon, hein, donc votre lecteur n'en saura rien. Donc, soit ça vous arrange, effectivement, c'est un truc qui vous aide comme il m'a aidé, soit si ça ne vous aide pas, oubliez-le, ça ne sera pas grave. Ce truc, il est tout simple, c'est que au brouillon, vous écrivez les titres de vos trois parties. Donc première partie, bon, ce sera évidemment plus simple de trouver des exemples quand nous aurons commencé à travailler ensemble sur des textes, donc je n'écris rien de cohérent, hein. Donc imaginez le titre d'une première partie, de même le titre d'une deuxième partie, et enfin le titre de la troisième partie. L'idée, c'était de voir s'il est possible, en mettant bout à bout ces trois titres, hein, donc le premier titre tel qu'il serait prolongé par le second, et le second tel qu'il serait prolongé par le troisième, donc si on mettait bout à bout ces trois titres, est-ce qu'il serait possible d'obtenir une phrase cohérente ? Quitte à rajouter un verbe et quelques mots, bien sûr. Hein. Mais est-ce que syntaxiquement, on pourrait obtenir une phrase qui tiendrait avec donc les titres de ces trois parties dans cet ordre-là? L'idée, c'est que la syntaxe a une logique. En un sens, c'est mettre votre logique à l'épreuve de la syntaxe. Si effectivement les titres des trois parties s'enchaînent logiquement, eh bien vous n'aurez aucun mal à faire une phrase entière avec les trois titres des différentes parties. Si vous voyez qu'il y a une sorte de rupture, hein, par exemple, entre le titre de la première partie et le titre de la deuxième partie, eh bien c'est peut-être que l'articulation logique n'est pas bien pensée. Peut-être qu'il fallait mettre la troisième partie avant la deuxième. Essayez, hein, et voyez si à ce moment-là il est plus facile de rédiger une phrase entière en mettant bout à bout les trois titres dans cet ordre-là. Bon, mais encore une fois, je n'insiste pas parce que là, ça n'est qu'un truc qu'on fait au brouillon quand on croit avoir trouvé un plan, hein, une sorte de test de vérification avant de véritablement se lancer dans la rédaction. De toute manière, dans un commentaire composé tel que vous le donnerez à lire, il n'y aura pas de titre explicite. Hein, donc ces titres, c'est pour vous-même, hein, tel que vous les notez au brouillon. Quelques conseils, mais je vois que je suis déjà un peu long et il va me falloir conclure. Enfin, quelques conseils qui me paraissent importants. Je dirais peut-être celui-ci, c'est le plus important de tous. Vous ne serez jamais trop près du texte. Vos remarques ne seront jamais assez
détaillée, assez précise, assez minutieuse. Je dirais que le piège du commentaire composé, c'est parfois de vous inciter à partir dans des interprétations peut-être un peu vagues, un peu générales. Il faut toujours en revenir aux détails du texte. Et le texte doit être en permanence cité dans votre travail. Tout ce que vous écrivez doit s'appuyer sur des exemples précis, sur des faits d'écriture précisément relevés. Donc ne tombez pas dans ce piège du commentaire composé qui peut parfois nous inciter à nous oublier dans nos interprétations en négligeant trop le détail du texte. Bien, alors il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur le commentaire composé, mais justement, j'organiserai pour la semaine prochaine une réunion Zoom qui aura donc deux intérêts. Le premier intérêt, eh bien, tout simplement, c'est que vous puissiez me poser toutes vos questions. Si là, il devient un peu délicat pour moi de continuer ces conseils méthodologiques dans le vide, c'est justement parce que je n'entends pas vos questions qui sans doute m'inspireraient les remarques importantes que j'ai totalement oublié de faire aujourd'hui. Donc vraiment, il faudra que vous preniez cette réunion Zoom comme l'occasion de me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les noter. Je me suis rendu compte trop tard, je crois, lors de notre première réunion Zoom, que certains intervenaient par écrit. Donc cette fois, j'essaierai de garder un œil plus attentif sur les commentaires écrits. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise quand il s'agit de prendre la parole dans le cadre de ces réunions Zoom, et je le comprends très bien. Donc ça sera ça le premier intérêt de cette réunion Zoom, que vous puissiez me poser vos questions, donc soit sur la méthodologie du commentaire composé telle que j'ai essayé un peu grossièrement de vous la rappeler, et d'autre part, cela nous permettra d'entendre un exposé que l'une d'entre vous m'a proposé de faire sur le premier extrait que nous étudierons, c'est-à-dire sur l'incipit des chants, vous savez, cette strophe qui commence par « plutôt ciel que le lecteur », etc. Voilà, texte vraiment important, je crois. Alors, il est d'ailleurs possible que je vous propose plutôt d'ailleurs ma reprise de cette explication sous forme de vidéo enregistrée. Je crois que ce format Zoom n'a d'intérêt que pour le dialogue direct que nous pouvons avoir. S'il s'agit de vous présenter une explication un peu développée d'un texte, mieux vaut, il me semble, privilégier plutôt ce format qui vous laisse libre de regarder ou de revoir quand vous le désirez. Alors, pardonnez-moi pour cette séance qui a dû être un peu fastidieuse, j'espère pas trop confuse. En même temps, ces questions qu'on me posait sur la méthodologie du commentaire composé m'apparaissaient trop importantes pour simplement les ignorer, ce qui fait que j'ai un peu délaissé le conte de Lautréamont que j'entends déjà s'impatienter, mais justement, profitez-en jusqu'à la semaine prochaine pour bien lire et relire cette œuvre. J'insiste sur le fait de la relire. C'est vrai pour toute œuvre au programme. Il y a une première lecture que l'on fait d'un texte, et elle est extrêmement importante. L'impression de découverte est essentielle. Oui, mais il y a certaines choses auxquelles on ne peut être sensible que, justement, à partir de ce moment-là où on a une connaissance globale de l'œuvre, où l'on sait vers où on va aller. Donc je dirais qu'une relecture d'un texte littéraire est absolument indispensable quand on veut véritablement l'apprécier, et il me semble que c'est peut-être encore plus vrai dans le cas de Lautréamont. Je vous parlais de cet humour de Lautréamont. Il me semble que cet humour, on y est de plus en plus sensible au fur et à mesure que l'on reprend son texte, parce que la première lecture risque d'être tellement marquée par les visions délirantes, par les
les visions terrifiantes aussi, hein, qu'on risque parfois de passer à côté de certains détails du texte qui pourtant étaient chargés de cet humour, il me semble, essentiel à cette œuvre. Hein. En particulier, si vous êtes encore en train de lire ou de relire ce texte, il y a une notion dont je vous dis juste un mot, hein, et puis j'en reparlerai plus longuement. Hein, il est impossible de s'interroger sur les chants de Maldoror sans avoir toujours cette idée-là en tête. Hein, c'est la question de la parodie. Hein. Si dans les chants de Maldoror, rien n'est vraiment sérieux, comme vous le verrez, c'est que constamment l'écriture se fait parodique. Hein. L'écriture se fait moqueuse. La forme même de l'écriture, en un sens, est une moquerie. Hein. C'est bien pourquoi les chants de Maldoror ne prennent rien au sérieux. C'est bien pourquoi, selon la parole de Pierre Reverdy, que j'avais cité, je crois, au début de la toute première réunion Zoom, Lautréamont incarne un nom définitif à tout. Hein. Alors moi je dirais peut-être pas un nom, je dirais un ricanement, mais en même temps c'est exactement la même chose. Le nom ou le ricanement, vous voyez, c'est toujours le même refus d'adhérer. Hein. Comme ce cancre qui ricane au fond de la classe pendant que le professeur pérore, c'est une manière de dire non, hein, je n'adhère pas au discours professoral. Hein. Là j'introduis cette image du cancre au fond de la classe, je pense que je la reprendrai ultérieurement. Hein. Elle me paraît finalement très adéquate pour caractériser le positionnement de Lautréamont. Hein. Puis tout en pensant au cancre, pour tout vous dire, j'avais dans la tête certains textes d'Henri Michaud qui revenaient. Il y a des textes très beaux où Henri Michaud fait l'éloge du cancre. Hein. Il dit le cancre c'est formidable parce que c'est quelqu'un dont l'intelligence refuse de se soumettre à une parole d'autorité. Hein. Donc Michaud valorise beaucoup le cancre pour sa capacité à résister au discours d'autorité. Alors chez Lautréamont, il me semble que c'est intégré à l'écriture même. Il y a quelque chose de l'écriture d'un cancre chez Lautréamont. D'un cancre génial, bien sûr, mais un cancre qui ricane, et qui, j'y faisais déjà allusion, je crois, dès la toute première séance, et qui fait des fautes d'orthographe, en plus. Hein. Et c'est intéressant, il y a d'un côté Arthur Rimbaud, ce surdoué, mais ce surdoué rebelle, et de l'autre ce Lautréamont qui ferait figure de cancre dans cette histoire. Mais vous l'avez compris, le surdoué rebelle qu'est Arthur Rimbaud et le cancre qu'est Lautréamont se rejoignent évidemment, je dirais, dans une même entreprise de régénération de la poésie. Hein. Il me semble que c'est cela tout l'enjeu de ce ricanement. Une manière de faire, en quelque sorte, table rase pour mieux relancer l'écriture poétique. En tout cas, c'est ce qui s'est produit, puisque, comme je vous le disais, Lautréamont, en un sens, est comme une sorte d'inventeur par anticipation du surréalisme. En tout cas, c'est comme ça qu'André Breton le lit. Moi, je ne crois pas que Lautréamont ait été un surréaliste par anticipation. Ce n'est pas comme ça que je le lis. Mais il est intéressant que André Breton l'ait pensé lui-même. C'est-à-dire que le surréalisme s'invente en reconnaissant à Lautréamont un rôle de pionnier. C'est-à-dire que le surréalisme ne se serait pas inventé comme il s'est inventé sans Lautréamont. Donc c'est intéressant de considérer que oui, Lautréamont est là pour détruire par ses ricanements, mais l'histoire littéraire nous montre qu'il a aussi su construire cette poésie à venir, que ce Maldoror pouvait être aussi une forme d'aurore, en quelque sorte, annoncée pour la poésie du XXe siècle. Bon, mais je m'emporte et cela fait déjà bien longtemps que je vous parle. Donc pardon encore pour cette séance sans doute un peu fastidieuse. Et donc à la semaine prochaine pour une réunion Zoom dont je vous donnerai le détail prochainement sur eCampus.